Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce live sur comment l'automatisation des processus comptables révolutionne la réconciliation financière. Je me présente rapidement, je suis Alexandre Silam, donc je suis responsable de la filière gestion et finances d'entreprise chez Finance Innovation. Pour donner un peu de contexte, Finance Innovation accompagne des fintechs, des startups qui promouvoient la finance digitale. Donc nous, notre rôle, c'est de mettre en avant ces startups françaises, leur permettre de rencontrer les grands acteurs plutôt traditionnels de la finance et leur permettre d'évoluer dans un écosystème qui peut les mettre en valeur sur des événements, sur des animations de ce type, par exemple comme un webinar. Je vais laisser la main à Grégory Alibert qui va modérer ce webinar et je vous souhaite à tous un très bon moment. Merci. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Animation de la table ronde, automatisation des processus comptables concernant la réconciliation financière. Aujourd'hui, 5 participants qui représentent plusieurs axes dans ce domaine d'automatisation. Tout d'abord, Ferdinand Brunet, directeur financier de Mebobank. Ferdinand, je te propose en 1 minute de te présenter ainsi que ton activité. Bonjour à tous, Ferdinand Brunet, je suis le directeur financier de Memobank. Memobank, c'est une banque à destination des PME, ETI. On a créé une banque en 2021. Derrière ça, c'est vraiment de pouvoir simplifier, faciliter la vie des entrepreneurs. Notamment, on a une dimension tech assez forte qui permet d'aller automatiser et de chercher à automatiser toutes les opérations des clients, notamment à travers des IBAN virtuels ou l'API qui permet de réconcilier tous les flux créditeurs. Ok, merci. On va retenir effectivement API, on y reviendra. Deuxième intervenant aujourd'hui, Yann Ravel, CBO, CEO et cofondateur chez Flowy. Yann, je te propose de te présenter et de présenter ton activité également. Merci. Yann Ravel, CBO, je suis en effet fondateur de Flowy, d'origine ingénieur spécialisé en intelligence artificielle depuis plus de 10 ans. Nous digitalisons l'ensemble du processus achat et vente des entreprises avec un focus énormément sur la collaboration et l'automatisation pour arriver à faire en sorte que la facture, on la fasse quasiment disparaître. C'est un outil qui est disponible autant pour les TPE, les PME, les ETI, voire les grands groupes. On déploie les premiers grands groupes aussi. Avec un objectif d'utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à prendre des décisions ultra facilement. Convertir votre ERP en quelque chose qui va être beaucoup plus opérationnel et financier. Voilà très rapidement. À propos Merci Yann. Donc on va retenir intelligence artificielle pour l'automatisation. Un troisième intervenant, Jean Houlen, dirigeant de Forecast. On est dans le monde des prévisions, notamment. Jean, à toi la main. Bonjour à tous, merci Grégory. Jean, je suis associé fondateur de Forecast. Forecast, c'est une solution de prévision financière et de pilotage financier pour les PME, pour les TPE, pour tous les entrepreneurs qui ont à un moment donné besoin de faire des projections, de projeter des chiffres, du cash flow, du PNL de leur activité. Donc on a une clientèle à la fois d'entreprises en direct et à la fois d'experts qui accompagnent ces entreprises. Donc, par exemple, des cabinets d'experts comptables, des DAF externalisés, des consultants de tous horizons, des incubateurs, des structures, là aussi des profils assez variés, avec l'objectif simple qui est là aussi de favoriser le collaboratif, de faire en sorte que les dirigeants travaillent plus facilement, de manière plus fluide avec les experts qui les accompagnent sur leurs sujets financiers. Merci Jean. Je vais passer la main à Stéphane Baranzelli, donc VP Sales IMEA chez Spendesk. Là, on va parler de dépenses, de notes de frais. Stéphane, c'est à toi. Merci Grégory, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Spendesk, qui sommes-nous? Nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir proposer une solution pour près de 4000 sociétés en France et 200 000 utilisateurs en Europe qui vont pouvoir bénéficier de la décentralisation des moyens de paiement dans l'entreprise. Notre objectif étant de réduire les frictions
dans les entreprises sur les paiements qui sont à réaliser, que ce soit sur des cartes bleues, sur des abonnements, que ce soit sur le paiement de factures. Donc, l'automatisation des processus financiers chez Spendesk, on va en parler, c'est typiquement autour de cette capacité à décentraliser tout en contrôlant, en s'assurant qu'on ait des limites de budget et une exécution au quotidien qui permettent d'optimiser son cash flow. Merci Stéphane. Et enfin, je vais donner la main à Boris qui représente GoCardless en tant que Head of Sales. Boris ? Oui, bonjour Grégory, bonjour tout le monde. Et donc, nous, GoCardless, on est une fintech britannique à la base et présent en France depuis 2016 maintenant. On est un PSP, donc un prestataire de services de paiement spécialisé dans les paiements récurrents. Et donc, pour donner rapidement quelques chiffres, en gros, on accompagne un peu plus de 80 000 entreprises, plus de 5 000 en France sur toutes leurs problématiques liées aux paiements récurrents. Donc, ça peut être des entreprises en B2C, des fournisseurs de télécom, d'énergie, salles de sport, ou en B2B, que ce soit des entreprises dans le SaaS, pour ne citer qu'elles. Et voilà. Et comme tous mes camarades autour de la table, on est là pour digitaliser, automatiser. Et ça parlait d'API tout à l'heure. Donc, c'est bien des notions qui nous parlent bien et qui nous plaisent bien chez GoCardless. Merci Boris. Présentation quasiment terminée. En ce qui me concerne, donc Grégory Alibert, je suis expert des directions financières. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce milieu-là. Transformation finance, je dirige un cabinet de conseil à destination des directions financières et à leur digitalisation. Et j'ai notamment effectué pas mal de réconciliations. La réconciliation, on va en parler. Vous l'avez compris. Il y a aujourd'hui plusieurs types de réconciliation. Il y a ce qu'il y a en amont de chaîne, en fin de chaîne, sur des sujets clients, sur des sujets fournisseurs, sur des sujets bancaires. Et là, on a différents intervenants qui se positionnent à différents niveaux avec chacun leur prisme, que ça soit la prévision pour certains ou les API pour d'autres, etc., etc. On va prendre quelques temps justement pour bien repréciser ces termes sur l'automatisation des processus. Donc là, on est vraiment dans le comment, qu'est-ce que l'automatisation, comment ça s'articule, comment ça se prépare. Je vais laisser la main dans cet ordre-là à nos amis de MemoBank, Spendesk et Forecast. Donc la question est la suivante. En quelques mots, qu'est-ce que pour vous l'automatisation des processus ? C'est parti, on y va. Alors j'ai compris que j'avais la main, donc j'y vais. Bien sûr. Dans l'automatisation des processus comptables, en fait, on englobe vraiment toute la partie donc direction financière qui a pour moi plusieurs thèmes. Le premier, on va avoir vraiment tout ce qui est comptabilité, comment est-ce qu'on fait pour automatiser le plus possible la compta, comment est-ce qu'on fait pour que le traitement comptable soit fait de manière rapide. Ensuite, on a de plus en plus, et surtout en ce moment, une notion de cash. Donc, comment est-ce que je fais pour automatiser toute la partie cash, comment je sais si les relances fournisseurs ont été faites, comment je sais si j'ai les relances clients, si jamais les fournisseurs ont été payés. Donc, il y a toute cette partie de comment je m'assure que j'optimise mon BFR, si je reformule assez simplement. Et ensuite, tout ce qui va être situation comptable, situation nette, arrêtée, quoi. Donc, ça, c'est les principales missions un peu que je vois sur la partie processus comptable. Je vais laisser quand même les autres le temps de s'exprimer dessus. Ok, ça marche. Et ben du coup, on va laisser la main à Stéphane. Oui, avec plaisir. Je pense que l'automatisation, c'est une automatisation qui doit être au travers de l'entreprise pour s'assurer que les équipes comptables, les équipes financières qui sont extrêmement stretchées en termes de ressources, en 2024, tout le monde doit faire plus avec moins. C'est un peu le motto qu'on peut avoir au quotidien, c'est s'assurer que derrière cette automatisation, on puisse faciliter la vie de chacun dans l'entreprise, parce que chaque salarié a un rôle à jouer dans la bonne exécution, du pilotage de la comptabilité, pour reprendre les termes de Ferdinand, aller chercher une optimisation, une clarté sur le PFR et donc le suivi du cash. Et moi, notre conviction, ma conviction, en tout cas aujourd'hui, c'est de dire que l'automatisation, si elle est uniquement silotée et verticalisée au niveau du département financier, on va perdre de l'information, on va perdre de la réactivité, et cette automatisation n'ira pas offrir les gains opérationnels que les directions financières sont en recherche.
Ok, merci. Donc, je repositionne par rapport à l'offre de MemoBank. Donc, on a un partenaire externe de la banque avec les flux comptables de l'entreprise qui sont liés. Et du coup, ça permet d'avoir une vue sur la comptabilité et d'automatiser certains flux. Sur la partie Spendesk, donc, ok, c'est une solution finance, mais du coup, qui s'adresse à toutes les fonctions support et opérationnelles et qui permettent d'avoir finalement une automatisation globale sur l'ensemble des dépenses de l'entreprise pour nos amis les financiers. Très bien, c'est hyper clair. Et là, vous voyez qu'en fait, on a différents niveaux d'automatisation à différents positionnements de la chaîne de valeur. On va terminer de répondre à cette question avec Jean, qui va nous expliquer qu'est-ce que l'automatisation chez Forecast. Jean? Alors, je pense que le quoi a déjà été bien défini. Je compléterai juste par le pourquoi. Pourquoi on le fait? En fait, l'automatisation, c'est pas une fin en soi, hein, c'est pourquoi on le fait, c'est pour en général faire mieux ou faire plus vite. Stéphane, tu l'as dit, c'est pour effectivement que chacun dans l'organisation puisse mieux contribuer à l'effort d'entreprise. Mais voilà, c'est faire quoi? C'est mieux satisfaire les clients, optimiser les ressources financières de l'entreprise, le BFR effectivement. Alors, nous, dans cette chaîne de production de données comptables financières, on va être vraiment en bout de chaîne, donc on va être à la fois client et acteur de cette automatisation. Client, pourquoi? Parce qu'on va s'appuyer sur des données comptables et comme tout système qui est en aval de la chaîne, on a intérêt à ce que toutes les données sources soient mieux qualifiées, mieux organisées, mieux homogénéisées et qu'on est vraiment confiant dans la qualité de cette donnée source. Et on est acteur parce qu'on sur une partie de cette chaîne qui est la production des données financières de gestion, permet d'automatiser aussi la production de ces KPI. Et le pourquoi, du coup, pour ce qui nous concerne, c'est en bout de chaîne, c'est proposer des indicateurs de meilleure qualité, fiabilisés, pour derrière prendre des décisions de gestion de meilleure, enfin plus éclairées, des décisions stratégiques, des décisions d'investissement, de manière plus rapide, plus temps réel si possible, et là aussi s'appuyant sur des données de meilleure qualité. Merci Jean. Effectivement, une empreinte pilotage un peu plus marquée chez Forecast. On est dans la prévision, on n'est pas dans l'imagerie, on est dans le fait de se projeter et d'automatiser ces projections. Alors, je vais faire part pour terminer cette question. Donc, moi, j'ai travaillé dans des open space de 200 personnes où il y a des personnes qui réconciliaient la compta et la gestion. J'étais en cabinet d'expertise comptable où j'ai fait des rapprochements bancaires à n'en plus finir. J'ai travaillé dans des départements fournisseurs clients, où on recevait les encaissements sans libellé, sans nom, sur des montants récurrents 19,99 par exemple, et puis finalement des comptes clients qui ne se réconciliaient jamais. Donc l'automatisation, c'est quoi? C'est toutes ces problématiques, c'est le fait de les adresser de manière automatique via des outils pertinents. Ça, c'est l'objet numéro 1. Donc, au lieu d'avoir une batterie de personnes sur des tâches de valeur ajoutée assez faible, c'est de fluidifier ça pour justement prendre des décisions majeures, mieux gérer le BFR, mieux gérer les prévisions et mieux avoir des interconnexions bancaires et mieux gérer la trésor. Le BFR et la trésor, c'est pour les TPE et PME, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est l'une des défaillances, causes de défaillance majeure des entreprises. Donc, on comprend mieux pourquoi ces solutions, cette automatisation peut répondre à ces enjeux. Merci à tous. Je passe à la deuxième grande question du jour on va préciser les objectifs des entreprises. Pourquoi justement, alors Jean a commencé à y répondre, mais je vais laisser la main à nos amis de Flowey et de Cardless pour y répondre. Donc pourquoi automatiser la valeur ajoutée perçue par le client? Yann, c'est parti. Je vais faire une transition avec ce que mentionnait Jean justement sur cette partie qualité de la donnée. L'automatisation, en fait, ça va nous permettre d'enlever l'humain sur certaines chaînes de valeur dans lesquelles on crée de l'erreur qui faisait que directement, ce qu'on va vouloir obtenir comme insight business, visibilité sur le cash, visibilité sur la prise de décision associée à une facture, visibilité juste sur la facture elle-même ou son bon de commande associé, son bon de livraison. Ce sont des éléments qui vont en fait pouvoir remonter facilement pour que, au lieu de passer du temps à chercher l'information, en fait, elle est directement ici. Et comme elle est directement ici, le contrôle que mentionnait Stéphane devient aussi d'une simplicité déconcertante. Et c'est ça l'élément qui est important dans cette partie automatisation. C'est d'arriver à enlever les tâches qui sont à très faible valeur ajoutée, cette recherche d'information, pour qu'on se concentre sur notre business. À la fin de la journée, tous les outils
qu'on représente ici et d'autres, c'est faire du business. Ce qu'on doit faire. Comment est-ce qu'on a de la visibilité sur notre cash? Et c'est cette automatisation qui va nous permettre, donc comme je disais, d'avoir de la donnée de qualité, de vérifier que cette donnée est de qualité, pour pouvoir faire des projections. C'est ce que mentionnait Jean. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on aide énormément en s'intégrant, en allant chercher l'information à la source, en enlevant plein d'outils qui n'ont pas d'intérêt lorsqu'on va la chercher directement à l'origine. Et on gère cette communication avec la réforme de la facturation qui va justement permettre de fluidifier les échanges, pas uniquement en France, mais dans le monde entier. C'est ça vraiment l'angle d'attaque de cette automatisation. Créer de la valeur. Faire plus Merci. avec moins. Merci Yann, effectivement ça reprend les mots de Stéphane. On va bien sûr, tu as évoqué la facture électronique dont l'application de la loi Finance 2020 a été reportée. Il y a forcément des liens entre l'automatisation, la réconciliation de certains flux et cette nouvelle réglementation de e-invoicing et reporting. On la mentionnera un peu plus tard. Avant cela, je vais laisser la main à Boris pour qu'il nous explique également le pourquoi de l'automatisation. Boris, c'est à toi. Ouais, merci. Moi, je suis 100% d'accord, 100% aligné avec ce qu'ont dit les quatre autres intervenants un petit peu plus tôt. Mais tout à l'heure, Stéphane, il parlait des équipes qui étaient souvent sous-staffées en finance. Et toi, tu as donné un bon exemple, Grégory, sur le rapprochement que tu faisais manuellement pour les 19,90 qui arrivaient tous les mois. Et en fait, c'est clairement ce qu'on voit, nous, chez GoCardless. Donc, on est sur l'aspect paiement. Et moi, je suis toujours assez étonné, bon, c'est notre secteur, mais de voir qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas de visibilité sur leur statut de paiement, combien sont passés, combien il y a eu d'échecs, s'il y a eu des échecs, pourquoi, etc. Pourquoi on en arrive à ce compte-là? C'est que souvent, les outils sont pas forcément connectés. Il y a des gens qui sont en charge de tâches qui n'ont pas une énorme valeur ajoutée, savoir qui nous a payé, quand, pourquoi, à quel montant et quel motif pour le rapprocher dans son outil. Ça n'a pas une grande valeur ajoutée. Et c'est ce que disait Yann aussi, ça laisse la porte ouverte à avoir des données pas forcément fiables et avoir des petites coquilles. Donc le premier point, c'est ça, c'est qu'en fait, on automatise des tâches qui n'ont pas une forte valeur ajoutée et ça va nous permettre d'avoir plus de fiabilité, plus de visibilité sur nos infos financières en général. Alors nous, on parle de paiement chez GoCardless parce que c'est notre secteur, mais ça s'applique à tout le pôle finance. Et en fait, d'avoir ces informations, la visibilité en instantané, avec des informations fiables, ça permet aux entreprises de prendre des décisions, des meilleures décisions ou des décisions qui ont plus d'impact sur l'avenir de la société. Si on sait où on en est au niveau cash, ce qui doit rentrer, quand, comment, pourquoi, on aura toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions derrière. Et ce qui n'est pas forcément le cas ou ce qui est beaucoup plus compliqué à faire, à moins d'avoir une armée mexicaine dans l'équipe finance, mais si on n'a pas d'outils connectés et qui nous remontent les infos fiables en instantané. Ça marche. Merci. Donc en synthèse, l'automatisation, ça va permettre de se concentrer sur son core business plutôt que des activités transverses sans valeur ajoutée. Ça permet, c'est le triptyque, meilleure qualité, meilleure vision de la donnée via un tableau de bord et du coup, meilleure prévision, meilleure prise de décision. Globalement, ça englobe ces valeurs ajoutées-là de manière assez générale. Je reviens sur le dernier point que tu as mentionné. Effectivement, il y a des grands groupes qui font, même des sociétés de taille intermédiaire, qui font le choix de ne pas automatiser leur processus et qui ont des centres de CSP, donc nearshore, offshore, avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, alors que tout cela, ce sont des cas d'usage qui peuvent être adressés par certains d'entre vous. On y reviendra pour le mot de la fin, pour que vous puissiez préciser vos cas d'usage. Une troisième question assez importante, puisque automatisation égale IT, la question est la suivante: comment s'assurer que nous disposons d'un système d'information et de processus de qualité? Quels sont vraiment les must-have pour automatiser? Qu'est-ce que l'on doit avoir? Qu'est-ce qui doit être fait? Je vais laisser la main à MemoBank, GoCardless et Flowee, tout simplement. Et du coup, sur la partie MemoBank, Ferdinand, je te laisse intervenir sur qu'est-ce qu'il faut déjà pour automatiser. Ouais, je reviens, alors 2 secondes sur l'automatisation, mais c'est vrai que il y a quasiment autant de cas d'usage que de PME, parce que on est sur des... Donc tu disais tout à l'heure, c'est assez marrant, mais tu as des paiements à 19,99 € et tu as des entreprises qui vont en avoir des milliers, et puis tu vas avoir une boîte qui va avoir 12 paiements de 1 million d'euros hyper importants.
En fait, quand tu vas avoir des cas d'automatisation, excuse-moi, ils sont tous justement un peu différents. Typiquement, nous, ce qu'on a, on a des clients qui vont automatiser, donc tu as besoin d'une API, chez nous en tout cas, ce qui permet en fait de pouvoir accéder, de pouvoir coder directement sur ta banque, si je résume vraiment. Et l'idée, c'est que il y en a qui sont plus ou moins de bonne qualité. On a reçu des prix, je me la pète un peu 2 secondes, mais on a reçu pas mal de prix. Et Vas-y. C'est le moment. Et on a compris que chez MemoBank, on était sur du sur-mesure, donc un cas d'usage par client. Là, c'est ça, c'est qu'en fait, on a des clients qui s'automatisent et qui font genre un rappel. Tu vois, ils doivent être payés par leurs clients. Ils ont un IBAN par client qui doivent les payer. Et boum, tu fais un rappel automatique en disant vous m'avez pas payé, donc merci de m'envoyer le paiement à ZAP. Et puis, si jamais c'est pas fait dans le mois, le compte est toujours à 0. À ce moment-là, tu fais une deuxième relance ou un Slack ou un truc. Enfin, tu vois, tu peux vraiment. Tu as une granularité assez forte. Et après, dans les paiements qui sont donc beaucoup plus importants, beaucoup plus nombreux, la même chose, là, c'est par API, tu fais des prélèvements et ensuite, tu peux avoir une réconciliation automatique via des IBAN virtuels. Donc, tu as vraiment des cas qui sont hyper différents. Ce qui compte, c'est que tu es, pour moi, une granularité de données et 2, des équipes qui sont sensibilisées à ça et qui sont plutôt… parce que tu as de l'humain et tu as de l'IT. Pour bien gérer de l'IT, il faut aussi des humains qui sont bien câblés, qui comprennent bien ce qui se passe. Donc moi, c'est vraiment les sujets principalement. Et après, évidemment, la qualité de données, c'est très différent sur la qualité de données dans les startups. Celles qui se lancent, assez souvent, elles ont des belles qualités de données puisqu'elles sont from scratch. Et les entreprises qui sont un peu plus, qui ont un peu plus d'expérience, elles, parfois, ont plus de difficultés sur la granularité, sur la donnée, parce que ça vient un peu de partout. Il y a eu plusieurs briques qui ont été rajoutées. Et donc là, il y a un travail à faire qui se mène via des audits assez souvent, soit en externe, soit en interne, mais avec des audits qui permettent de s'assurer de la qualité de la donnée. Ça marche. On va appeler ça diagnostic. On va laisser l'audit à nos amis auditeurs. Effectivement, diagnostic. Donc là, je donne mon point de vue et mon retour d'expérience. Donc oui, effectivement, avant de mettre un outil qui, s'il n'y a pas de travail préparatoire, restituera des données de mauvaise qualité. Donc la qualité des données, mais aussi la qualité des référentiels est un facteur clé de succès en amont d'une automatisation, bien entendu. Merci pour cet éclairage, Ferdinand. Donc, on a compris de l'humain et de l'humain, comme cela revient souvent. Boris, ta vision sur le must-have en termes d'automatisation. Oui, Ferdinand a abordé un point au tout début dans la présentation en parlant d'API. Il a remis une petite couche juste avant et je suis 100% d'accord avec lui. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'outils, et t'en parlais aussi un peu au début, mais chacun, on intervient à une partie de l'équipe finance plus ou moins large. On intervient sur certaines problématiques. Et l'un des secrets, je pense en tout cas, et on le pense chez GoCardless, c'est de connecter les différents outils. Nous, par exemple, on est sur le paiement, donc c'est une petite partie de ce que gèrent les équipes finance. Mais le paiement, c'est toujours lié à une facture. Donc, un des gros points chez GoCardless, c'est qu'on s'intègre avec beaucoup de solutions partenaires qui sont des outils de facturation dans lesquels on va pouvoir centraliser les infos et s'assurer d'avoir une donnée fiable à partir du moment où la data est fiable sur ta facture. Le paiement qui va en découler de notre côté, vu qu'il est lié à la facture, si la facture est bonne, le paiement sera bon et inversement. Mais en connectant tous ces outils, tu peux savoir depuis ton outil de facturation si le paiement est passé, s'il n'est pas passé, c'est ce qu'abordait un petit peu Ferdinand, s'il a été effectué ou pas. Nous, on s'appuie sur du prélèvement, donc on va être même capable d'aller automatiser la représentation en cas d'échec, si c'est des fonds insuffisants, par exemple, en se basant sur pas mal de data. Et toute l'idée, encore une fois, c'est d'automatiser des tâches qui n'ont pas forcément une forte valeur ajoutée, mais qui pour autant peuvent avoir un impact relativement important sur le cash flow, la trésor, les délais de paiement, etc. Et donc le point que je veux vraiment souligner ici, c'est de connecter les différents outils ensemble pour s'assurer d'avoir une bonne visibilité, une bonne fiabilité sur toutes les datas, quoi. Ok, c'est clair. Merci Boris. Donc contrôle et interconnexion, ça marche. Je vais laisser la main à Yann. Avec l'intelligence artificielle, là, Yann, on a besoin de rentrer encore plus dans le concret. Quels sont vraiment de quoi il faut disposer en termes de SI, en termes de processus de qualité pour justement travailler notamment avec Flowee, mais plus globalement sur l'automatisation. Yann ? Et juste avant, Ferdinand et Boris ont vraiment super bien décrit la problématique et comment est-ce qu'on arrive justement à partir d'API, à partir d'intégration, d'avoir une donnée qui est unifiée et qui, justement, comment tu disais, Grégory? Diagnostic. Voilà. Diagnostic, le mot-clé précis,
permet de mieux comprendre justement comment est-ce qu'on va passer d'une donnée aléatoire à quelque chose qui est structuré, qui soit exploitable. Pour faire ça, donc il y a l'ensemble des éléments qui vont, l'ensemble de vos sources primaires d'information. C'est ça en fait le sujet en général, qui va être le ERP, le CRM, votre banque. Donc ce sont les trois éléments, on va dire, qui vont vous permettre d'avoir une source primaire. Et à partir de ça, notre approche, c'est qu'on va se connecter. On va se connecter directement dedans pour aller chercher cette information. On va pas se connecter en faisant un projet qui va durer 1 an. On va se connecter en quelques minutes avec des intégrations qui sont standards. Pour que toute la configuration se fait justement avec nos modèles d'IA automatiquement. 80% va se faire automatiquement. Les 10 derniers, 20 derniers pourcents vont être du manuel, ça va être de l'expertise métier. Ultra rapide à faire avec du no-code. Une fois qu'on a ça, en fait, on a une source de données qu'on va pouvoir contextualiser. C'est l'élément qui est clé pour pouvoir aller plus loin. C'est contextualiser une information. C'est ce que désignait Boris. Par exemple, si la facture elle est bonne, il n'y a aucune raison que le paiement soit pas bon. Et ce que disait Ferdinand aussi, c'est une fois qu'on a tout ça, on est capable d'avoir une visibilité complète sur ce flow. Et c'est l'élément qui est important, c'est qu'en général, il y a quand même besoin d'informations qui sont perdues dans vos mails, ou qui sont perdues dans l'ERP, ou qui sont perdues dans un gestionnaire d'outils, de documents. Nos robots vont être capables d'agréger tout ça au travers d'une unité, d'une transaction, pour que la prise de décision soit ultra rapide. C'est ça en fait. On parle d'IA, l'élément premier, c'est le contexte. L'IA, c'est juste un outil. C'est comment est-ce qu'on va utiliser ce contexte, on va le résumer, le rendre de qualité, pour pouvoir prendre une décision. Et une fois qu'on a ça, en fait, c'est pas trop un sujet quel outil on va pouvoir utiliser. On a une intégration, on n'a plus de raison qu'il y ait d'erreur sur le fichier Excel que vous uploadez ou autre type de fichier entre deux outils que vous n'avez pas envie de faire parce que c'est une tâche qui est manuelle, qu'il faudrait faire tous les jours, si c'est pas toutes les heures pour avoir une donnée propre. La connexion elle est live et elle est bidirectionnelle. Parce qu'en fait, il faut pas que le nouvel outil, oui, je gère le paiement. Mais sauf que si ça dépend pas dans le ERP, ça marche pas. D'où les intégrations API qui sont nécessaires lorsqu'on a des équipes techniques. Mais quand on n'en a pas, c'est des choses qu'on va pouvoir déployer en clic-bouton. Et c'est là qu'on a tout de suite une expérience qui est améliorée parce qu'on va pouvoir faire du business. On va pas recréer encore des silos de données, des îlots dans l'entreprise, des différentes équipes. Tout va pouvoir être fluidifié au travers de workflows directement customisables et qui peuvent être mis à jour très facilement dans la plateforme. Merci. Donc c'est un peu là-dessus que je voulais mentionner. Merci Yann. On est à la mi-temps de ce webinaire. Je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions dans le chat à la volée pour qu'on puisse y répondre en fin de session. Il y a un élément un peu sous-jacent à ce que vous dites. Moi, je viens d'un monde où la réconciliation, c'était j'avais un fichier à droite, j'avais un fichier à gauche et je regardais quelle est la clé qui me permettrait de réconcilier le montant, la date, etc. Là, j'ai l'impression que dans tout ce que vous m'expliquez, c'est pas du tout ça. J'ai l'impression que finalement, du fait de l'automatisation des flux, la réconciliation, quelque part, est native et qu'on n'est pas dans un travail a posteriori de contrôle et de vérification. Je ne sais pas qui veut intervenir sur ce point précisément. Je vois qu'Yann lève la main. En 30 secondes, et après je laisserai mes collègues. Elle est en théorie native. Si on a fait justement ce processus en amont de qualification de la donnée et de structuration où sont nos sources primaires. Mais c'est une hypothèse qui doit être vérifiée et qui doit être améliorée en général. Très bien. Donc les clés de réconciliation, c'est pas forcément natif, il y a du travail préparatoire. Très bien. Ouais. Qui veut compléter justement sur cette. Alors Ferdinand de Mebobank, allons-y. Ferdinand. Non, je lève la main, mais on a un client qui a fait un truc hyper intéressant, c'est que donc il a généré des prélèvements, ces prélèvements, il les fait sur lui des milliers de clients. Sur ces milliers de clients, en fait, il a créé un IBAN virtuel pour chacun des clients, donc tout ça de manière automatisée. Et en fait, tu vas avoir tous les mois, donc tu imagines 10 000 clients, 10 000 prélèvements sur 10 000 clients. Et en fait, tous ceux qui sont à zéro, tu as un IBAN virtuel, tout se déverse, toi, en tant que cash management, tout arrive vraiment dans un compte classique. Mais eux, ils vont avoir en visu, en direct, à J+1, et ça remonte dans leur ERP,
ils vont avoir direct l'info, ah ok, bah lui il m'a pas payé, et la raison de pourquoi il m'a pas payé, genre fonds insuffisants, rejeté, etc. Et donc lui, si tu veux, en termes de, alors il appuie sur un bouton, il peut relancer, c'est des trucs qu'on propose chez nous, vraiment, tu relances les prélèvements, ça se fait automatiquement. Mais surtout, tu as l'info, tu le sais tout de suite, et là, tu sais, en J+1, J+2, tu peux dire à tes commerciaux qui doivent rappeler, tu vas savoir ce qui va se passer, et au lieu d'y passer, un peu ce que tu disais, parce que je l'ai connu, je suis un ancien auditeur, les réconciliations un peu longues et prenantes. Là, tu peux le faire vraiment en une journée. En une journée, tu fais vraiment sur un fichier Excel, ça prend 2 minutes. Tu fais ton VLOOKUP et tu vois tout de suite tous tes clients qui t'ont pas payé, voire tu fais un export et tu vois tout de suite tes clients à rappeler. Si tu l'intègres à ton ERP, tu peux directement dire à qui doit appeler et quand, quoi. Donc c'est vraiment, c'est des outils qui, en fait, les DAF un peu old school, comme je peux être, parce que il y a un certain moment où tu deviens old school. En fait, tu te rends compte du pouvoir qui s'est passé, des évolutions techniques qui sont arrivées dans les 5 dernières années, on va dire, 5-10, mais on dirait 5, qui peuvent vraiment en fait, te faire gagner. Alors, on dit souvent que tu vas gagner un FTE, un employé, c'est pas vraiment vrai parce que tu as toujours besoin de personnes, mais c'est plutôt la tâche, elle va être complètement différente. Tu peux optimiser ton BFR, tu peux éviter d'avoir des crises de trésorerie, tu peux éviter d'avoir des besoins pour moyen terme. Ça peut te faire gagner beaucoup d'argent et sur un truc où tu t'y mets. Et vraiment, les solutions, les éditeurs actuels te permettent de faire énormément de choses. J'en suis convaincu. En fait, aujourd'hui, pour rebondir donc en 2 points, la réconciliation, c'est quoi? Yann l'a dit, c'est un travail préparatoire en amont, un contexte, des règles de gestion sur la qualité, sur le référentiel, l'automatisation qui répond à quelque part à une réconciliation native, et puis, in fine, certains éléments qui ne sont pas réconciliés parce que des événements de la vie, où là, finalement, on intervient sur une petite partie peut-être manuelle, mais assez facile parce qu'on a des états de reporting qui nous donnent de la visibilité sur les événements qui sont passés. C'est ça qu'il faut retenir l'automatisation. Je reviens sur un autre point. Effectivement, moi, je viens d'un monde où on signait des campagnes de règlement sur des classeurs ouverts et en vérifiant toutes les lignes. Ce qu'il faut que nos amis des directions financières comprennent, c'est que les outils, aujourd'hui, on est dans le sur-mesure. Donc, on a comme chez MemoBank, autant de cas d'usage que de clients. On a des cas d'usage un peu plus spécifiques comme GoCardless où on est sur du paiement récurrent. Aujourd'hui, on vous présente 5 acteurs majeurs dans leur industrie, mais aujourd'hui, on a de quoi s'outiller sur du sur-mesure, répondre à des problématiques hyper spécifiques, automatiser la réconciliation et du coup, transformer le métier des directions financières. C'est ça aussi qu'il faut retenir de ce webinaire. Avant de passer au point suivant, peut-être que l'un d'entre vous veut rebondir sur l'un des sujets évoqués. Je vais juste revenir sur le mot de sur-mesure, Grégory, si tu veux bien. Alors oui. Je pense que sur-mesure, est-ce que vous m'entendez? Oui. Sur-mesure, ça fait un peu peur, je pense, pour le commun des mortels et typiquement pour les directions financières, parce que ça veut dire mettre le doigt dans un budget informatique ou un budget projet ou du change management sans fin. Je crois qu'on a aussi des solutions qu'on propose à date aujourd'hui qui sont bien prépackagées, qui apprennent des use cases très standards pour 70 à 80% des besoins exprimés et qui permettent d'être déployés extrêmement rapidement sans passer par des audits complexes de processus, sans passer par du change management avec beaucoup de ressources externes qu'à un moment donné, il va falloir payer pour que ça puisse effectivement se faire. Il y a aussi pas mal de solutions qui sont prêtes à l'emploi et qui permettent de gagner en efficacité et donc avoir cette réconciliation de données qui soit effectivement plus facile à faire parce qu'on va arriver assez rapidement à avoir un maximum d'informations numérisées plutôt que d'avoir, tel que c'est le cas dans beaucoup d'organisations, encore beaucoup d'informations manuelles à scanner, à documenter, à enrichir d'une manière ou d'une autre. Donc, entièrement d'accord avec cette capacité à faire du sur-mesure. Gardons en tête que on a un vrai Pareto sur le sujet. Je pense qu'on a 20% des sociétés qui ont la maturité pour aller sur un très haut niveau de personnalisation et 80% des sociétés avec lesquelles nous travaillons qui sont plutôt en recherche d'efficacité rapide en s'appuyant sur des processus normalisés dans les outils qu'on propose. Si je peux me permettre de réagir sur ce que mentionne Stéphane, parce que c'est exactement ça le sujet. C'est que très souvent, en fait, on a envie de faire un truc spécifique pour nous parce que tout le monde est unique.
La question est plutôt, est-ce qu'on a vraiment besoin du spécifique sur ce jeu de Pareto? Et même pour commencer, pour le sentir. Parce qu'en fait, l'automatisation, c'est un projet qui peut être infini. On peut tout automatiser. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment de valeur à tout automatiser? Est-ce qu'on a besoin de tout automatiser? La réponse, elle est très souvent non. J'ai été justement gérer de la comptabilité dans différentes entreprises, des grands groupes. En fait, très souvent, il faut commencer par un quick win. Montrer que ça sert, que ça a de la valeur. Et commencer par un truc qui est déployé en 30 secondes, c'est trop bien. Et en plus, si après, vous pouvez le customiser un petit peu avec du no-code, sans connaissance technique, sans IT, c'est parfait. Et si vous voulez aller jusqu'à de l'API, allez jusqu'à de l'API, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, les outils qui sont sur le marché vous permettent de faire tout ça. De commencer au niveau, avoir un truc qui marche, point. Une fois que ça marche, vous pouvez commencer à faire un peu d'automatisation no-code. Ah, tiens, c'est customisé pour moi. Et si vraiment vous avez des équipes techniques qui sont motivées, alors vous pouvez commencer à faire un vrai projet dans lequel vous allez structurer votre donnée, être capable d'interconnecter différents systèmes. J'en ai déjà, personnellement, dans le passé, c'est une vingtaine de systèmes entre eux que j'ai connectés. Autant expenses, accounting, maintenance, et ainsi de suite. C'est tous ces éléments-là qui vont pouvoir parler. C'est possible, mais ça demande des ressources. Donc, autant se focaliser sur le quick win, truc qui est déployé en 30 secondes, et après, le customiser en fonction des besoins. Ok, ça marche. Alors, à retenir, alors, effectivement, trois éléments. Effectivement, une vision logiciel SaaS qui finalement qui est améliorée au fur et à mesure de cas d'usage assez complexes et qui répond finalement à des problématiques courantes de tous nos clients. Donc ça, c'est vrai. On est à la fois dans sur-mesure, mais je dirais le sur-mesure agrégé. Une vision aussi d'automatisation, où il y a plusieurs niveaux d'automatisation, comme l'expliquait Yann, à détailler peut-être ultérieurement, mais avec des niveaux d'automatisation de simple à complexe. On n'est pas obligé d'aller tout de suite dans des niveaux de complexité. Donc, think big, start small. Et puis peut-être et puis c'est déjà pas mal en fait sur ces deux premiers points, je pense. Ça marche. Juste pour compléter, troisième si tu me point, permets, avant de laisser la main à Jean. Ouais, troisième point, c'est le fait d'identifier ces cas d'usage. Effectivement, beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs partent avec des idées en tête sur des cas d'usage. Je pense que là, on a affaire à des spécialistes qui vous aident justement à identifier les bons cas d'automatisation par rapport à des éléments financiers, qualitatifs ou quantitatifs. Jean, je te laisse la main. Ouais, juste pour rebondir sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure de réconcilier deux fichiers Excel en regardant visuellement les lignes une à une. Je pense que c'est encore ce que vivent beaucoup d'entreprises qui sont en majorité des TPE, des PME, qui n'ont pas forcément accès à des systèmes sophistiqués de réconciliation. Et des grands groupes aussi. Ouais, c'est vrai. Et l'enjeu pour nous, éditeurs de solutions qui nous occupons chacune d'un des maillons de la chaîne de production compta finance, c'est finalement de nous charger entre nous de cette réconciliation via des API où finalement le sujet, ça va être pour chacun de nous d'aller chercher la bonne info au bon endroit, donc avec quel système je vais m'interconnecter, quelle API je vais utiliser, quelles données je vais aller chercher et dans quel système je vais la renvoyer. Pour que dans un monde idéal, finalement, le dirigeant financier de son entreprise, le matin, se connecte et finalement ait une chaîne de systèmes qui vont intercommuniquer entre eux et avec le moindre de retraitement manuel possible, le moins d'intervention humaine à faible valeur ajoutée possible. Ok. Merci Jean pour ce complément. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Une fois de plus, n'hésitez pas, parce qu'effectivement, on donne beaucoup d'informations, mais si vous avez des questions spécifiques ou bien même générales, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Aujourd'hui, on est obligé, je l'avais dit, de parler un peu de facturation électronique. On va faire un petit tour de table là-dessus pour parler d'automatisation, réconciliation, facture électronique. Qui veut commencer? Je vais lancer si vous voulez. Oui, vas-y Yann. La facturation électronique, aujourd'hui, on peut la voir suivant différentes dimensions. Sur cette partie automatisation, ça va être de la donnée de qualité.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qui s'appellent des OCR qui vont reconnaître le texte pour essayer de le traduire pour une machine. Les OCR ont des niveaux de qualité différents et ils vont créer de l'erreur. L'élément qui est intéressant avec la facturation électronique, c'est que cette donnée va être directement reconnaissable par la machine dans ce fichier qui s'appelle un facture X, un UBL, ou qui va être différent en fonction des pays. À partir de ça, on va être capable d'avoir des processus d'automatisation qui vont être beaucoup plus évolués et de relier directement, en fait, deux entreprises entre elles, d'une certaine manière, grâce à de l'information qualitative. Et c'est ça aujourd'hui on est acteur, qu'Afloy est acteur dans cette réforme de la facturation. Pour aujourd'hui candidat PDP, on est présent dans la plupart des pays européens pour pouvoir gérer cette facture et cette transition, pour l'augmenter au travers du contexte qui va vous permettre de prendre des décisions. Aujourd'hui, on va avoir même des sujets qui vont tourner autour de la CSRD, donc des réformes qui va vous demander un autre type de comptabilité. Et ça devient possible uniquement si vous avez la donnée de qualité, pour pouvoir l'analyser, la comprendre et faire des prédictions. Donc, on vous fournit, grâce à cette réforme, il faut la voir comme une opportunité. Une opportunité pour justement revoir entièrement votre processus, procure to pay, gestion des achats, gestion des comptes clients. Et derrière, se dire comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde 2.0 pour avoir des meilleurs projets, une analyse plus fine, gestion de l'enveloppe BFR, du financement, ainsi de suite. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se positionner. Ouais, la question sous-jacente, c'est souvent quand est-ce que tu te dis que tu dois automatiser. Et c'est vrai que quand tu as des projets genre facturation électronique, les directions financières sont à peu près sûres d'avoir du budget parce que c'est obligatoire. Donc, ça te permet d'englober d'autres trucs et essayer d'automatiser. Donc, tu automatises souvent quand tu as une évolution réglementaire ou quand tu as eu un gros problème opérationnel, comme on peut dire, c'est-à-dire fraude ou mauvaise décision ou parce que ça arrive quand même, mais ou mauvaise décision ou mauvais chiffres que tu sors, enfin tu vois vraiment tu te plantes quoi. Et c'est là où tu vas chercher à fiabiliser, que ce soit avec Forecast pour justement faire des meilleurs forecasts, que ce soit sur du GoCard, est-ce que tu veux te faire payer ou du Spendesk. Enfin, il y a vraiment assez souvent c'est quand tu as fait une erreur, mais le mieux quand même, c'est le seul message que je peux donner, c'est de le faire quand tout va bien. C'est quand même plus simple d'avoir du temps. C'est quand même un truc qui vous fait gagner de l'argent la plupart du temps. L'automatisation, vraiment, quand on y réfléchit à tête reposée, c'est là où on fait des bons projets, c'est là où c'est bien fait. Y aller en mode précipitation, c'est souvent pas bon signe. Ça coûte pas très cher. Je sais que les directions financières sont souvent les parents pauvres parce qu'on se dit moi je vais pas dépenser de l'argent, il vaut mieux tout mettre pour le business. Oui, c'est vrai, mais gagner un FTE, gagner du temps, optimiser son BFR, surtout en ce moment où il y a une rentabilité sur les dépôts. Enfin, il y a vraiment des choses à faire qui, à mon avis, valent le coup. Je pense que tout le monde va peut-être pouvoir en rajouter sur ce que je viens de dire, mais si vous pouvez prendre le temps sur l'automatisation et de le faire quand il y a du temps, c'est mieux. Juillet-août, c'est parfait. Merci pour cet éclairage. Effectivement, il y a un consensus. Sans pousser à la consommation, il y a effectivement un consensus pour détecter les opportunités par rapport à cette loi de finances. Il y a un consensus pour dire ne vous y prenez pas au dernier moment parce que goulet d'étranglement d'un point de vue équipe interne et puis fournisseur de solutions. Et il y a un consensus pour dire effectivement période estivale dit entre guillemets période plus calme pour prendre le temps de prendre les bonnes décisions. On ne le répétera jamais assez sur ce point-là. Ça marche. Très bien. Justement, on parlait une autre question, c'est comment les éditeurs envisagent de répondre aux nouveaux enjeux des consommateurs de la donnée comptable et extra-comptable. On a vu qu'effectivement, l'usage crée la valeur, ça c'est le premier point, mais que l'usage des données comptables était différente. La manière dont on y accède, la manière dont on l'utilise, la manière dont on la qualifie. Voilà, donc c'est vraiment cette question-là, comment répondre à ces nouveaux enjeux. Demain, la CSRD, enfin c'est quasiment aujourd'hui, l'ESG, tous ces sujets-là, comment vous adressez ces points. Qui veut intervenir en premier sur cet aspect-là, sur les enjeux de l'utilisation? Je vais laisser la main à Stéphane et après. Je vais bien prendre pour illustrer avec quelques cas d'usage qui ne sont pas forcément des cas d'usage de comptable ou de direction financière, mais des cas d'usage du quotidien dans les sociétés. Et les deux principaux sujets, ça va être le grand classique qui est la note de frais. Je suis collaborateur, je fais une dépense pour des raisons professionnelles, je paye avec ma carte bleue, je remplis mon tableau Excel.
je le soumets dans un processus de signature qui va bien et 60 jours après, je me fais effectivement rembourser. Dans l'absolu, ça se passe plutôt pas mal. Et on a de vrais challenges derrière, c'est qu'il manque dans 80% des cas l'intégralité des reçus qui permettent de justifier la dépense, alors qu'aujourd'hui, il y a des solutions assez simples de pilotage de notes de frais et on est très heureux de pouvoir la partager aujourd'hui avec vous qui permettent de répondre à cet enjeu. J'ai une application, tout le monde a un téléphone aujourd'hui. C'est quand même extrêmement rare de ne pas avoir de téléphone. Je prends une photo, je scanne, j'ai mon reçu, j'ai une application qui permet de faire ma déclaration de note de frais. Ça, c'est une donnée de comptabilité qui est pilotée par des consommateurs dans les entreprises, qui est juste évidente à aller effectivement collecter et aller réconcilier. Et puis la deuxième, qui est moins fréquente, c'est ce qu'on appelle en anglais le petty cash. C'est la petite caisse qu'on peut avoir dans toutes les entreprises pour aller faire les petites dépenses à droite à gauche, parce que on n'a plus de café, parce que il faut aller acheter un mètre de papier, parce que il faut traiter effectivement l'urgence. La vraie stratégie, c'est de se dire qu'à défaut d'avoir ce petit cash, cette espèce de petite caisse qui est extrêmement compliquée à réconcilier par n'importe quelle direction financière, parce que systématiquement, l'utilisateur de ce cash, qui est le collaborateur de la société, va quasiment, une fois sur deux, oublier le justif, la facture, en tout cas la raison pour laquelle il a fait cette dépense. C'est s'assurer qu'il y ait un moyen de paiement beaucoup plus traditionnel en utilisation, en tout cas digital désormais, c'est une carte bleue mise à disposition avec une application qui va permettre de réconcilier la dépense avec la facture ou le ticket qui sera remis. Je t'ai vu faire la moue, Grégory, mais je t'assure que dans certains verticaux, là où on fait effectivement, on vient remplacer des approches petty cash avec Spendesk, on est sur un niveau de coverage, coverage, on va arrêter les anglicismes, on est sur un niveau de rapprochement de dépenses avec justif qui est de 50 à 60%. C'est-à-dire qu'on a 40 à 50%, on n'a pas les justifs. Je vais dans ton sens. Je vais dans ton sens. Aujourd'hui, 95% du travail des experts comptables, c'est la collecte de documents, dont la collecte de factures. 4%, c'est pour produire le bilan et 1%, c'est du conseil. J'adore nos amis experts comptables, mais aujourd'hui, c'est la collecte de documents, c'est de la pure prod. Et je le vois moi-même en tant que dirigeant d'entreprise et puis aussi chez mes nombreux clients. Oui, la collecte de documents, des notes de frais, c'est juste incroyable. Entre ce qui parfois est à la limite du pro, ce qui parfois passe par des cartes bizarres, ce qui est parfois non réconcilié, perdu systématiquement, oublié. Non, c'est un vrai sujet là-dessus. Non, bien au contraire. Et c'est ce qui est regardé aussi par nos amis régulateurs ou contrôleurs, parce que c'est effectivement un sujet sensible. Merci pour cet éclairage. Juste Grégory, au cas où, parce que tu peux chez nous rajouter tes factures directement sur tout ce qui va être prélèvement ou virement, comme ça donne accès à l'expert comptable, et tu peux paramétrer des relances automatiques pour que les gens te renvoient les factures. C'est relou d'avoir le côté tiens, tu m'as pas mis le justif, ça on le connaît tous, à la direction financière, on passe toujours pour... Quand c'est automatisé, ça enlève quand même un poids ou un côté relou. Et surtout quand c'est automatisé au bon moment, que c'est une relance, pas 10 000 relances par jour, mais une, ou le bon jour, au bon moment. Et une fois qu'on a cette relance qui est bien positionnée, bah c'est... Et puis ce que vous faites chez Spendesk, l'élément pour lequel moi je l'ai déployé dans les précédentes boîtes, c'est en fait, tu peux pas aller chercher une nouvelle dépense si tu n'as pas collecté celle d'avant. Tu n'as pas fait la réconciliation. Pour l'utilisateur, c'est extrêmement frustrant, mais dans l'autre sens, bah, c'est ce qui fait qu'on les met. C'est bête à dire. Et que le remplissage, le matching, bah, il se fait. Donc, il y a toute la partie notifier au bon moment et à certains moments clés, forcer le rajout. Pour que, bah, en fait, c'est une tâche qu'on n'a pas envie de faire, mais qui est ultra importante pour, par la suite, avoir toute notre piste d'audit fiable. Se dire bah, qui est intervenu, qui a payé, pourquoi est-ce qu'on a utilisé cet argent, est-ce qu'il y a eu validation, quel est le pourcentage relié aux bons de commande, est-ce qu'il y a eu des bons de commande, et ainsi de suite. Mais oui, c'est un point qui est hyper important. Ça marche, merci. Effectivement, on a bien compris cet aspect notification côté Mebobank, avec ce côté credit management, avec ce côté workflow. On est bon là-dessus. Jean, je te laisse compléter. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand on parle d'automatisation, il faut bien parler d'automatisation de toute la chaîne. Et ce que tu disais, Yann, tout à l'heure, sur le fait de vouloir automatiser à tout prix. Non, on a certains clients qui sont aussi bien des entreprises PME que
que des experts financiers qui travaillent avec elle, qui ont fait un très très gros effort d'automatisation, de normalisation des systèmes amont où effectivement on a de la donnée d'ultra bonne qualité, traçable et tout. Et au final, tout ça se déverse dans un Excel pour calculer les prévisions de cash et de PNL. Nous, on est dans un domaine où le principal concurrent, c'est pas un outil de marché, enfin si, c'est un outil de marché, mais c'est Excel. La très grande majorité des boîtes, petites comme grosses, font leurs prévisions de trésor et d'indicateurs, de ratios dans Excel. Et donc, on se dit c'est un petit peu dommage finalement d'avoir fait tout cet effort en amont pour au final introduire un risque d'erreur, un risque opérationnel ou un risque de mauvaise organisation parce qu'il n'y a que celui qui a construit l'Excel qui sait l'utiliser pour derrière tirer les décisions dont on parlait tout à l'heure, les décisions stratégiques, des décisions de gestion. Donc ouais, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la chaîne, se poser les bonnes questions au bon endroit. Qu'est-ce qu'il est nécessaire d'automatiser? Je crois qu'on a une question dans le... C'est clair. Oui, tout à fait, il y a une question. La facturation électronique n'est pas encore intégrée dans la plupart des PME françaises. Vrai. Est-ce que le processus d'automatisation que vous proposez nécessite de respecter la norme sur la facturation d'abord? J'ai bien sûr un élément de réponse en tête, mais je vais laisser peut-être quelqu'un déjà prendre un peu de hauteur sur cette question et essayer d'y répondre. Yann, ouais, vas-y. Si quelqu'un veut prendre. L'élément qui est intéressant, c'est de savoir c'est quoi une norme de facturation. Il y a une norme qui est européenne, aujourd'hui, qui a une implémentation qui est différente dans chaque pays. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est le format, la structure, le fichier qui va permettre d'envoyer une facture qui est dite électronique. Facture électronique, c'est pas un PDF. C'est plus qu'un PDF. Juste numériser un papier, c'est pas faire une facturation électronique. Par contre, si vous utilisez ce bout de papier et que vous le transformez prenez un Excel. Je reste sur l'Excel justement comme mentionné Jean. Prenez un Excel, une facture peut être représentée par une ligne. Sauf qu'aujourd'hui, la facturation électronique, ça va être plus qu'une ligne. Ça va être plusieurs lignes avec des colonnes qui sont structurées pour pouvoir être comprises. Aujourd'hui, il y a des outils, on en fait partie, qui permettent de faire cette traduction pour vous. Très facilement, complètement intégrés dans vos ERP. Les ERP vont même, certains dans cette direction, pour vous fournir une facture qui sera électronique. Mais elle n'est pas obligatoire. Les outils sont capables de le faire eux-mêmes. C'est là où il y a des notions de PDP ou d'OD. Ils vont faire cette traduction et après, c'est eux qui vont s'occuper de l'envoi. Parce que ce qui veut dire, la réforme de la facturation, c'est que vous n'allez plus avoir le droit d'envoyer directement la facture à votre client. Il va falloir passer par un intermédiaire qui va être soit un OD, soit un PDP pour faire ce transfert. Donc, l'objectif, c'est de se dire, OK, il y a une réforme, mais ça peut être un non-événement en fonction des outils que vous voulez utiliser. Et la réforme de la facturation n'est pas obligatoirement l'obligation pour faire l'automatisation. C'est un enabler, c'est un boost, comme le disait Ferdinand. C'est là où vous allez pouvoir avoir du budget et pouvoir le rajouter dedans pour restructurer. Mais il faut le voir comme une opportunité. Se dire, voilà, ce document va vous aider à aller plus loin. Mais il n'y a pas besoin de strictement respecter la norme chez vous pour pouvoir aller dans l'automatisation. Ça marche. Merci Yann. Donc moi, je donne un élément de réponse, c'est que oui, on peut automatiser avant de mettre en place tout ce qui concerne la facture électronique. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que finalement, on peut utiliser l'une des solutions présentées ici aujourd'hui sans attendre un peu plus tard. Et inversement, certains se diront, en fait, la facturation électronique, c'est un booster, mais aussi un enabler, et ça va être mon point de départ pour automatiser. Donc les deux sont vrais. Ça dépend aussi du niveau de maturité de chaque entreprise. Il nous reste 6 minutes. Si quelqu'un veut compléter sur ce point, n'hésitez pas. Sinon, on va passer au mot de la fin et au tour de table de la fin. Le seul truc que je rajouterais, il faut commencer par un morceau. C'est la seule chose. Il ne faut pas essayer de faire un truc monstrueux, parce que sinon on dirait nulle part. Ok, donc on commence petit pour voir grand. Effectivement, je pense que c'est l'un des facteurs clés de succès de nombreux projets. On va donc terminer dans ces 5 dernières minutes pour faire un tour de table.
peut-être rappeler le ou les cas d'usage qui caractérisent vos solutions et peut-être le mot de la fin, si vous le souhaitez, sur cette automatisation de la réconciliation. Vous êtes 5, moins d'1 minute par personne, s'il vous plaît. Et je vais commencer par Boris. Allez, je le prends. J'essaie de le faire en moins d'1 minute du coup. Donc nous, GoCardless, on est sur la partie paiement récurrent. Donc dans l'ensemble, si vous avez des problématiques d'abonnement, de paiement récurrent, même si c'est pas les mêmes montants, même date, etc., on devrait avoir de la valeur ajoutée en allant se plugger à la facturation. Et un point qui est intéressant, et je rebondis sur ce qu'a dit, je crois que c'est Ferdinand qui en parlait tout à l'heure. Au-delà du paiement, il y a des paiements qui passent pas parfois. On est capable, nous, d'aller les représenter automatiquement et d'aller récupérer ça. Et un point qui était intéressant, on a parlé plusieurs fois de FTE, d'emploi. L'idée, c'est pas de supprimer des jobs, mais c'est de transformer des jobs qui s'attachent à des missions qui n'ont pas une énorme valeur ajoutée, d'aller pointer les comptes bancaires, faire du rapprochement manuel, etc., pour permettre à ces gens-là d'avoir un job qui les boostera plus, les challengera plus. On a parlé d'exemples de clients qui nous ont dit ça et qui apporteront plus de valeur à l'entreprise aussi. Donc voilà ma petite conclusion. Merci Boris. Donc la transformation des directions financières via l'automatisation en ce qui concerne les paiements récurrents. Ça marche. Stéphane ? Eh bien, je pense que le mot le plus difficile à prononcer ce matin, ça sera le mot interopérabilité, dont on n'a pas parlé, et qui est de s'assurer dans l'automatisation des processus financiers qu'on veut arriver à mettre en œuvre tous ensemble avec nos clients, c'est de s'assurer qu'on ait des flots de données qui soient effectivement structurés, en amont, qui peuvent venir de la donnée RH, parce que c'est important qu'elle soit intégrée, et soit structurée de façon pérenne et automatisée, et en aval vers les systèmes de cash management ou autres solutions de comptabilité qui sont d'ores et déjà déployées dans toutes les entreprises de France et de Navarre. Donc là n'est pas le sujet, mais c'est vraiment s'assurer qu'il y ait cette capacité à interopérabiliser, je vais pas y arriver, l'entièreté des flux de données dans les sociétés. Et pour y arriver, je pense qu'il faut commencer par des choses simples. On doit penser effectivement très grand et on doit penser avec la facture électronique qui va arriver d'ici à 2 ans à des processus extrêmement simples pour se tester et pour comprendre la conduite du changement qu'on doit mettre en place et la maturité que peut avoir le département financier, mais surtout les consommateurs du département financier dans l'entreprise à accepter de nouveaux outils. Merci Stéphane. Je passe la main à Ferdinand. Oui, je pense que 2024, c'est l'année du BFR. C'est l'année où il faut le plus possible soit l'optimiser pour gagner du cash, parce que vous pouvez faire des taux à 3%, 1 million à 3%, ça fait 30 000 euros. Vous pouvez vous faire une belle soirée d'entreprise si vous avez bien optimisé votre cash. Inversement, c'est aussi une année difficile, donc ça veut dire optimisation du BFR pour pas avoir de problème de trésorerie. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et pour ça, je pense que l'automatisation, en tout cas, nous, ce qu'on propose peut vraiment aider à optimiser la partie BFR, peut vraiment optimiser le cash dans les entreprises. C'est ce que nous disent tous nos clients. Et donc, avec plaisir pour écouter les demandes si jamais il y en a suite à ce webinaire. Merci Ferdinand. Jean, pour Forecast ? Ouais, opportunité. Enfin, la transformation, l'automatisation, c'est souvent un sujet qu'on peut repousser dans le temps parce qu'on ne va pas forcément voir le ROI immédiatement. Nous, en tant que spécialistes, en tout cas, on baigne toute la journée dans le sujet, donc on est en mesure de vous dire que oui, il y a un intérêt à le faire et qu'il vaut mieux s'y mettre rapidement plutôt que dans l'urgence ou en subissant des contraintes ou un incident opérationnel. Voilà, vous voyez-le vraiment comme une opportunité et regardez vraiment toute votre chaîne de production finance, commencez par ce qui est abordable. C'est vrai que c'est pas simple parce qu'il faut gérer la prod en parallèle, voilà, en anticipant et en le prenant à tête reposée, on le fait dans de meilleures conditions. Merci Jean. De manière ultra rapide, Yann ? Prenez l'opportunité de commencer quelque chose qui va permettre autant à vos collaborateurs qu'à vos équipes d'investir un petit peu de temps pour justement automatiser, digitaliser l'ensemble de vos processus. Je pense qu'ici, on a un super panel d'outils qui vont nous permettre justement de vous aider à ça. La seule chose que je peux demander, c'est commencer. Super, merci beaucoup. Donc une grosse opportunité. Donc cher public, je vous invite à contacter
les acteurs de cette table ronde de me contacter également, effectivement, si vous souhaitez un éclairage plus métier également. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vais laisser la main à Alexandre pour le mot de la fin. C'était Non, bah, sur Fintex merci. Révolution. C'était pour te remercier, Grégory, pour cette modération et remercier tous les acteurs qui ont participé à ce webinaire. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci.